Bonjour. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? 2 pintes, s'il vous plaît. Hier, j'ai vu le dernier Mad Max, Fury Road. Bah, en fait, il est quand même très bien, hein. T'es pas du tout en retard niveau cinéma, donc. Ah non, mais t'imagines même pas. Mais je trouve que ce reboot s'inscrit bien dans l'univers post-apocalyptique des premiers épisodes, où la civilisation s'est totalement effondrée et peine réellement à se reconstruire, malgré la bonne volonté de certains. Et j'adore les univers post-apocalyptiques. Mais je trouve ça triste qu'il faille systématiquement passer par un événement catastrophique pour passer à autre chose. Dans Mad Max, c'est une guerre pour le pétrole, dans la série de jeux vidéo Fallout, c'est un conflit nucléaire. Et même dans Star Trek, cet univers ultra lisse et peu aseptisé, il a fallu passer par une guerre brutale civile pour changer de civilisation. Quel dommage dans Star Trek que ça n'avait pas détruit tout le monde. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, les Vulcains étaient là. Je m'interroge du coup, est-ce que l'apocalypse est inévitable ou est-ce que la technologie nous permettra de conserver notre façon de vivre en évitant ainsi la destruction ? Non mais Emilien, tu prends le sujet par le mauvais côté de la lorgnette en fait. C'est original. Non mais je t'assure, les évolutions technologiques n'ont certainement pas pour vertu de préserver notre mode de vie. Au contraire, je prends 2 exemples évidents. Terminator et Matrix. Évident. Oui, évident. Dans les 2 cas, l'humanité a développé la robotique et l'intelligence artificielle, soit pour se protéger, soit a priori pour rendre la vie plus facile. Dans les 2 cas, la création s'est retournée contre le créateur et a détruit la civilisation. Alors bien sûr, l'apocalypse peut venir de catastrophes naturelles, mais à en croire les auteurs de science-fiction, elle est bien plus souvent de causes anthropiques. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. L'homme est souvent responsable du pire. Tu prends J.J. Abrams, c'est le dernier Star Wars. Non mais arrête avec ça, il est très bien le dernier Non, il est pas très bien le dernier Star Wars. Mais si, il est très bien, il est très... Je sais quelle reine, je sais très méchant. Pardon ? Ah ouais, écoutez monsieur. Excusez-moi, voici vos pintes, messieurs. Et pourquoi vous rigolez ? Non, rien, pardon. Enfin si, je vous écoute là, mais sérieusement, tout ça est un peu caricatural, hein. Les bons vieux fantasmes de survie, ambiance Far West en voiture et les robots méchants, c'est poétique, mais c'est pas très réaliste. Bah si, s'habiller avec des pneus, c'est très réaliste. Oui, joli mode, mais la science-fiction, nous dit mieux que ça quand même en matière de fin du monde. C'est un sujet sérieux, messieurs. Eh oh, barman, doucement, vous êtes pas juste censé écouter vos clients en hochant la tête ? Désolé, mais justement, ici le service comprend la parlotte aussi, les gars, alors soyez pas chagrins qu'on s'intéresse, hein. Ouais. Regardez ce qui se fait vraiment et ce qui risque de nous arriver socialement, humainement, hein. Je parle pas des vieux trucs, Soleil vert et Fahrenheit 451, plus personne ne sait ce que c'est. Bah Je suis sûr que si, on sait ce que c'est. Non mais vous êtes vieux. Mais merci. Prenons un autre exemple, par exemple du lourd comme Idiocratie. Ça, c'est un post-apocalyptique malin, où les générations successives deviennent de plus en plus stupides et mènent la civilisation au bord du gouffre. Ça montre la manière dont l'idiotie quotidienne fait disparaître les capacités de survie de l'humanité dans un avenir lointain. Ouais. Moi, je trouve ça effrayant, surtout que ça a un mauvais goût de vrai. Ouais, non, mais vous vous trompez complètement surtout. Idiocratie, ce n'est pas du tout une œuvre post-apocalyptique. Ouais, enfin, qu'on t'en dit pas trop le taulier non plus. C'est une dégénérescence longue et prévisible de l'espèce humaine. Et ceci dit, c'est un sujet intéressant par ailleurs, sur la façon dont l'humain réagit en voyant sa fin arriver. J'en prends un témoin, un excellent livre, Spin, de Robert Wilson. Dans ce monde, par une circonstance extraordinaire, le temps passe plus vite dans l'espace que sur Terre. Résultat, la Terre sera détruite dans 80 ans, quand le Soleil se transformera en supernova. C'est long, 80 ans. C'est toute une vie. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste ? On se marie ? On fait des enfants ? On épargne pour acheter une maison ? Ça, c'est des vraies questions. Oui, on boit de la bière. Oui, ça fait ralentir le temps aussi, ça. Non, mais il y a plusieurs formes de post-apo. Bon, la principale est celle où ça pète radicalement, mais de façon distrayante. Genre la guerre nucléaire, les virus zombificateurs, ou l'invasion des robots tueurs. C'est vrai Ok. que les Daleks, c'est assez distrayant. Ouais, c'est vrai. Exterminate. Mais les post-apo sociales, il est plus sournois. Vous mettez tous les deux le doigt dessus d'ailleurs. Faut-il un gros boom pour qu'on se considère après la fameuse apocalypse ? Idiocratie montre que la pente vers la fin des haricots peut être plus longue et indolore que l'on le pense. On est peut-être déjà dedans sans s'en rendre compte. Oui, d'ailleurs, j'ai une stat à la con à ce sujet. C'est en 2015, Microsoft avait étudié l'effet des nouvelles techno et leur influence sur nos capacités cognitives. Et apparemment, selon cette magnifique étude, notre temps de concentration est passé sous la barre des 9 secondes, c'est-à-dire moins qu'un poisson rouge. Ouais, non, c'est con. On parlait de quoi déjà ? Non, c'est Microsoft, d'un côté. Oh putain, l'Apple Boy là. Prends un truc plus intelligent, regarde, dans Les Fils de l'Homme. Très bon roman. Oui, bon, je demande aller, moi. Le livre et le film sont très bien. On ne sait pas si on est après l'apocalypse, puisque l'humanité est stérile et la société est foutue, ou si c'est à venir et que l'on peut encore réagir et trouver une sortie de secours. C'est plus fin, je trouve,
Et ça nous alerte sur notre présent, là, comme le doit la science-fiction, justement. Au fait, sinon, ils valent des cacahuètes. Ah bah voilà, ça je dis pas non pour des cacahuètes. Et d'ailleurs, bien que vous soyez le taulier et qu'on vous doit le respect vu que vous avez accès à la tireuse à bière, je me permets quand même de vous contredire. Le post-apo en mode gros boom ou attaque de zombies et consorts, c'est au contraire très social, et ça fait qu'exacerber nos pires côtés. Ces mêmes côtés qui ont amené à l'apocalypse. Et pour revenir à ce que tu dis, Ludo, Spin, ce très bon roman, pose une vraie question. C'est que faire du temps qui nous est imparti ? Pour moi, c'est à l'image de nos vies d'humains normaux. On est sur Terre pour une période donnée. C'est à nous de faire le mieux possible en ce laps de temps, fin du monde ou non. Vous allez dire que je cherche la contradiction, mais vous savez, moi je préfère les olives, vous savez, avec le petit truc rouge qui pique au milieu. Mais non, c'est dégueulasse. Et c'est cru au Ritz, lui. Putain, vous êtes contre moi ou quoi ? En réalité, la fin du monde met en exergue, en tout cas l'éventualité de la fin du monde, met en exergue nos pires côtés. Et la violence qui enflamme notre monde aujourd'hui, et comme vous disiez, Barman, peut-être déjà le signe avant-coureur d'une fin de civilisation. L'enseignement de la SF est d'autant plus important dans ce cas-là. Elle pose la question, sommes-nous capables de rester humains face à l'éventualité de notre propre fin ? Oui. Et justement, je viens de lire un superbe roman de Pierre Bordage, un auteur français de SF, Oui, on sait qui Ouais, c'est. ça qui existe. s'appelle Les Dames Blanches, oui, qui est très bien, mais lis-le, Emilien. Oh bah ça va, j'ai jamais appris à lire, tu le sais. Des sortes de boules blanches sont apparues sur Terre, elles sont énormes et grossissent en attirant les jeunes enfants qu'elles ingurgitent. Ah, ça, c'est dégueu. Mais c'est hyper dégueu, et plus elles les mangent, moins elles grossissent vite. C'est comme des boules de coco. Et du coup, ça empire. Espérant stopper la croissance de ces dames blanches, les gouvernements imposent aux familles du monde entier de sacrifier un de leurs enfants, un enfant de moins de 3 ans. Super le gouvernement. Je pense qu'au pied du mur, l'humanité est tout à fait capable d'en arriver à de telles extrémités. Oui, bah, si la menace est bien badass, ça fait réagir les masses. Ça, on est d'accord. Ça pourrait être un slogan, d'ailleurs, non ? Bah tiens, justement, vous saviez qu'il y a quelques années, le très sérieux CDC, le Centre de contrôle des maladies des États-Unis d'Amérique, a bien tiré le leçon d'Hollywood. Ils ont créé une campagne d'information publique, ça s'appelait Preparedness 101, Zombie Apocalypse. Ben, en gros, pour que les gens s'intéressent à la prévention contre les épidémies graves, c'était un truc sérieux, médical, ils ont donné les mêmes conseils aux civils qu'en cas d'invasion de zombies. Ça a super bien marché, les gens y étaient à fond dedans, ils ont cru que le gouvernement préparait le pays contre l'apocalypse Z, il y avait des articles dans le monde entier. Ouais, enfin ça a peut-être pas marché dans le bon sens, hein. L'armée US a fait la même chose pour l'entraînement de ses troupes avec des scénarios d'invasion de zombies. Pour moi, ça donne plus du grain à moudre aux complotistes et consorts qui préfèrent voir des agendas secrets plutôt qu'un effort de vulgarisation. C'est parce que c'est peut-être vrai. C'est sûrement vrai. Et vous avez fait tomber votre cerveau là, attention. Par contre, je suis pas sûr que préparer l'humanité au pire, ça sert vraiment à quoi que ce soit. Une fois l'apocalypse arrivé sur nous, que les humains soient préparés ou pas, je ne mise pas mais un copec sur le maintien d'une civilisation. Prenons le cas d'une invasion de zombies, puisqu'on parle de ça avec la série Walking Dead. Le gentil héros un peu casse-couille Rick, fait tout pour garder ses valeurs et sa morale. Et pourtant, le monde autour de lui s'écroule, à commencer par la cohésion de son propre groupe. Au point que Rick doit être de plus en plus dictatorial pour que sa troupe n'explose pas. Si les zombies attaquent, le plus dangereux, ce sera pas de se faire bouffer par un mort-vivant, mais ce sera de se faire voler, violer, tuer par un autre être humain. Ouais, ça dépend ce que ça s'appelle civilisation. Et d'ailleurs, je vais faire mon gauchiste. Quelle surprise, Emilien, fais ton gauchiste, S'il surprends-nous. vous plaît, pas de politique ici. Ouais, enfin bon, Rick devient dictatorial parce qu'il fonctionnait comme ça avant l'apocalypse. Pour moi, l'importance du post-apo, c'est de montrer que nos sociétés pré-apocalyptiques ont un fonctionnement déjà vicié. Et même avec un cataclysme quel qu'il soit, nous sommes tellement formatés par un type de vie en société, en gros la loi du plus fort et de la consommation à outrance, qu'on ne sait pas faire autre chose. Zombie de Romero le dénonce très bien. Les humains zombifiés continuent à pousser leur caddie dans le môle, même après la mort. Et ce qui tuera les survivants, c'est pas les zombies, mais leur incapacité à travailler de concert. Ouais, bon, en fait, c'est surtout que les films et les livres mettent en scène des cakes les trois quarts du temps. Mais une bonne bande de rôlistes dans un contexte post-apo, je vais te dire, ils s'en sortiront très bien. Hein, c'est normal, on a parcouru le sujet dans toutes ses formes les plus improbables. On offre les rôlistes, c'est Mais pas arrêtez de vous le raconter, les mecs, on a fait du jeu de rôle, il faut pas déconner. Si vous avez pas d'autres clients à servir, Barman, je propose de faire une partie tout de suite de Bitume, sur le zinc là. Allez, je sors les dés, ok. Vous savez, c'est un super jeu de rôle qui s'inspire de l'univers Mad Max. Alors, je vous laisse le choix des personnages. Vous pouvez jouer un facho des Los Angeles, un psychopathe punk, un totalitaire justicier ou un asocial des fils du métal. C'est vous qui voyez. C'est quoi, c'est un Je système vous GURPS? laisse 10 minutes pour rester humain pour parvenir à vos fins. Et en simili-jeu de rôle, j'aimerais vous rappeler un merveilleux jeu multijoueur en ligne qui s'appelle Horde. Ouais, merveilleux. Il était super ce jeu. Il était beau en plus. Ouais, bon, faut pas Le déconner. concept, c'est 40 joueurs qui sont réunis dans une ville et qui doivent renforcer leur ville pour subir des vagues de plus en plus importantes de zombies chaque nuit. Pour cela, il faut construire des murailles, des bâtiments de défense, mais aussi assurer l'approvisionnement en eau et en bouffe. Je suis allé très loin dans le jeu, mais vraiment très très loin. Et vu mon expérience, la construction la plus rapide possible d'une potence pour exécuter les voleurs
et d'un crématocu pour les manger ensuite est le meilleur moyen de survivre. Ouais, Ok. bah ta vie, tu l'as appelé le Valois-Perret ou quoi, là? Je serais pas dans ta bande. Ouais, ce jeu est très déprimant, perso. Moi, j'avais pas tenu plus d'une semaine, hein, mais ça, c'est ça, d'être sympa avec les autres. Mais sinon, dans le même genre... De gauche. Oui, bah c'est ça, mais moi, ça marche pas, mais au moins, j'ai ma morale. Le mec qui se... Ah, c'est moche, allez, continue, roule. Mais oui, mais bon, dans le même genre, t'as le jeu DZ, qui est un des premiers de jeux survie online. Il est assez intéressant d'un point de vue expérimentation sociale. En gros, c'est un MMO où tu joues un perso dont le seul but est de survivre sur une carte d'environ 200 km². Tu joues avec d'autres joueurs et bien sûr des zombies. Le hic, c'est que les joueurs n'ont qu'une vie, donc ils doivent nécessairement se faire aider et aider les autres joueurs pour réussir. Et la plupart du temps, les joueurs se flinguent entre eux. Beaucoup de joueurs font des let's play de leurs sessions en faisant des expérimentations. D'ailleurs, pour avoir une semblant de note positive, un joueur a fait une expérience dans le jeu. Il proposait aux autres participants de leur fournir une arme chargée et sans contrepartie. Le mec sympa quoi. Selon lui, plus de 60% leur merci et 40% le flingue avec le cadeau. Il y a quand même un peu d'espoir. 40% Emilien. Emilien, 40% qui le flingue, c'est pas de l'espoir ça. Quand tu vois qu'1% de casseurs détruisent une manif pacifiste, imagine 40% d'assassins dans un monde post-apo. Bien sûr c'est déprimant, mais je dis qu'il y a de l'espoir parce qu'il s'agit d'un jeu en ligne et tu sais comme moi que les rôles des écrans comme filtre dans les relations humaines. Alors oui, je trouve ça pas mal qu'il reste 60% de gens qui soient pas des trous de balles. Je sais pas où tu vis Emilien, où tu bosses, mais ça doit pas être Jojo quand même. Venez me chercher. Alors bon, regardez, en vrai, dans la réalité, je pense que l'espèce humaine est plus forte qu'on ne le pense, hein, parce que les jeux vidéo c'est très bien, et ça montre pas le vrai visage des gens. Je dis pas que les sociétés ne peuvent pas se détruire, mais malgré tous les délires pessimistes ou les fantasmes utopiques des fictions, on est sans doute loin du compte. Hein. Faisons un peu de science-fiction inversée, les amis, par exemple. Alors, notre monde a déjà vécu des apocalypses sévères, d'accord ? Les dinosaures. Ouais, non, notre monde à nous, celui Ah, des Denver a survécu. Denver, oui. derniers dinosaures. Oui. Bon, on va s'arrêter là sur cette blague. Qu'est-ce que je disais ? Que les sociétés ont déjà vécu des apocalypses sévères. La société des êtres humains, je parle. Oui, hein on veut qu'on bon. était résilients. Je croyais qu'on était des gens qui parlaient des choses intelligentes. Ok, bon, alors imaginez, Oui. dans le passé, des sociétés entières, Oui. les plus développées de leur temps, ont disparu lors de catastrophes. Des vraies catastrophes qu'on explique aujourd'hui qu'avec des croisements de sciences complexes, hein, différents trucs météorologiques, sociologiques, etc. D'ailleurs, ça me fait penser que le fameux livre de Jared Diamond, qui s'appelle Effondrement justement, ça étudie quelques exemples concrets comme celui des Mayas ou d'autres civilisations. Ils ont effectivement vécu une apocalypse, ces gens-là, et ils ont disparu. Pour les Mayas, on s'en rend compte de ce que ça a pu ressembler dans Apocalypto de Mel Gibson. Ouais. Je sais pas, je regarde que de la science-fiction. Mais Mel Gibson, il est dans Mad Max. Ah, d'accord, je vois alors. Maintenant, imaginez, demandez-vous ce que ça aurait été leur post-apo à eux, à ces gens-là. Bon, des années plus tard, en fait, c'est nous. C'est notre civilisation à nous. Alors Mad Max, ok, c'est cool, il y a des pneus, mais qu'est-ce qui se passera dans 2000 ans ? Dans 2000 ans, comme les Mayas aujourd'hui, quoi. Je pense que ça sera aussi étrange et indicible que serait un iPhone, je sais pas, dans les mains d'un Maya, t'imagines ? C'est intéressant d'imaginer que nous sommes le post-apo des Mayas, mais je pense que c'est un poil plus compliqué que ça, parce que y aurait-il pas un moment où la chute que représente un apocalypse devient insurmontable pour une société ? Je veux dire, un point d'avancée technologique où la perte de cette technologie n'est pas surmontable par l'homme, tant elle est devenue essentielle à la vie. Tu veux dire quand il n'y a plus de bière ? Alors ça, ce Par serait exemple. l'horreur, ça c'est la fin de toute vie sur Terre. Oui, c'est ça, l'univers carrément. Non, mais je prends pour exemple Ravage de Barjavel. Ouais, très bien. L'électricité disparaît tout d'un coup, et dans la foulée, l'utilisation des machines et l'accès à l'eau courante et tout ça. Est-ce que, arrivé trop loin, l'humanité ne tombe pas de trop haut en cas d'apocalypse ? Oui, et d'ailleurs, encore la perte d'électricité, pour moi, c'est pas le plus grave. Actuellement, notre société délègue de plus en plus ses fonctions cognitives aux appareils qui nous entourent. On abandonne notre mémoire. Pour l'électricité. Oui, mais l'électricité, on peut s'en sortir sans. Les machines, elles font de comment sans électricité ? Oui, mais bon, je veux dire, on délègue de plus en plus notre mémoire à nos smartphones, donc on n'a plus cette faculté d'apprentissage. Et cette béquille technologique est une des critiques faites par Stephen Wool. Pour lui, l'homme n'est pas capable de gérer la technologie sans perdre son humanité, et donc de se détruire. Et d'ailleurs, dans son roman New York, adapté récemment en BD, on suit l'histoire d'un enfant dans une tribu de survivants revenus à l'âge de pierre sur une terre dévastée. Sans trop spoiler, on apprend l'origine de cet apocalypse, et ceux qui sont le plus aptes à survivre sont ceux qui dépendait le moins de la technologie à notre époque. Ah, Bear Grylls serait fier de toi, mon gars. Ah oui, là, il t'adopterait, je pense. Ouais, enfin, j'arriverai pas à sauter en hélicoptère d'un côté. Bon, mais sinon, vu que vous êtes le taulier, dites-nous une chose. Pourquoi vous avez appelé ce rad le comptoir du futur ? J'allais pas l'appeler le dernier bar avant la fin du monde, non ? Pas faux.
Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.